Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à ce webinaire offert par les éditions Asted. Mon nom est Patrick Carpentier, responsable des communications aux éditions Asted et à l'FMD. Le webinaire d'aujourd'hui est un webinaire tout à fait spécial puisqu'on fait un événement virtuel de lancement pour le plus récent ouvrage des éditions Asted qui s'intitule Marketing en bibliothèque et autres milieux documentaires. Cet ouvrage est de l'autrice Véronique Meskitch, qu'on a présentement ici, qui va nous présenter plus tard son ouvrage. Mais cet ouvrage a été lancé avec succès à Paris le 26 mars dernier, en compagnie de l'autrice elle-même et de Régent Savard, le président des éditions Asted. Les ventes françaises et québécoises vont bien jusqu'à maintenant, et le sujet est populaire et d'actualité. Les 150 personnes qui sont inscrites au webinaire aujourd'hui, il y en a à peu près 80 qui sont arrivées déjà, en sont la preuve, je pense. Alors, de quoi parle cet ouvrage? Ben, il parle de comment attirer et fidéliser les publics dans le cadre de bibliothèques de lecture publique, universitaires ou autres milieux documentaires. Comment promouvoir et valoriser les ressources et services. Comment créer des services innovants et adaptés aux besoins et usages. L'ouvrage présente un panorama complet des méthodes et techniques marketing appliquées aux bibliothèques et milieux documentaires, enquête de besoins ou de satisfaction du public, campagne de communication efficace, marketing numérique via les réseaux sociaux ou encore marchandisage et expérience utilisateur. Les professionnels des bibliothèques et de la documentation y trouveront des études de cas inspirantes, des stratégies éprouvées et de nombreux conseils pratiques. Véronique Mesgich est consultante et formatrice spécialisée en veille stratégique et transformation numérique des bibliothèques. Elle intervient régulièrement pour des organismes de formation initiale ou continue et est auteure de plusieurs ouvrages dans ces domaines. Alors, sans plus tarder, je lui laisse la parole pour qu'elle nous présente son ouvrage. Merci beaucoup, Patrick. Bonjour à toutes et tous, hein. Ravi d'être là. Merci de m'inviter, hein, pour ce lancement virtuel. Je crois qu'on a vraiment beaucoup de monde, hein, et des deux côtés de l'Atlantique, hein. Je suis vraiment très touchée, hein, de tout ce public. Et je voulais remercier donc la Fédération des milieux documentaires, hein, et Patrick et toute l'équipe pour l'organisation de ce webinaire, et aussi Régent Savard, hein, donc pour les éditions Asted, euh, qui m'a épaulée, hein, pendant toute la gestation de ce livre. Et ça a été vraiment une très belle expérience, hein, de travailler avec donc ces deux équipes, hein, de la FMD et des éditions Asted autour de cet ouvrage. Alors, je vais présenter, hein, donc un PowerPoint, hein, qui reprend un petit peu les grandes lignes de l'ouvrage. Et puis ensuite, on laissera la place à des questions, hein. J'imagine qu'il y aura beaucoup de questions, remarques, interrogations autour de cette thématique du marketing en bibliothèque ou autre milieu documentaire. N'hésitez pas, hein, bien sûr, à me faire savoir s'il y a le moindre souci technique, hein, si vous ne m'entendez plus, si je parle trop vite ou trop lentement, s'il y a un problème de visualisation du PowerPoint, hein. N'hésitez pas à vous exprimer, hein, via le clavardage. Donc, pour commencer, un peu la genèse de cet ouvrage. euh, et un petit bruit de fond. Cet ouvrage est venu, d'une demande, hein, de Régent Savard, hein, pour les éditions Asted. Comme Patrick vient de le rappeler, hein, je suis effectivement consultante et formatrice, hein, spécialisée dans beaucoup de thèmes ayant trait aux bibliothèques ou au milieu documentaire, hein. Je viens du monde des bibliothèques, hein. J'ai dirigé, entre autres, une bibliothèque universitaire, un infothèque du pôle Léonard de Vinci, à côté de Paris, hein. Et donc, j'interviens sur plusieurs domaines: la communication, le marketing en bibliothèque, mais aussi la veille, et maintenant les intelligences génératives appliquées à la recherche d'informations. Et Régent m'a contacté, hein, il y a un petit peu plus d'un an, pour me proposer d'écrire quelque chose pour les éditions Asted. Et j'étais très honorée, hein, déjà de cette demande. On a un petit peu discuté avec Régent et on est très vite tombé d'accord sur ce thème du marketing. Alors,
ce n'est pas un thème si nouveau que ça, bien sûr, hein. Ça fait plus de 30 ans que l'on parle de marketing en bibliothèque ou milieu documentaire. Il y a eu de nombreux ouvrages hein, sur le sujet hein, dès les années 1990. Régent Savard lui-même a écrit des ouvrages et des articles sur le sujet. Mais il nous a semblé qu'il y avait besoin d'un ouvrage qui ferait un petit peu la synthèse sur différentes facettes du marketing dans sa forme actuelle. Parce que je vais revenir là-dessus, le marketing a beaucoup évolué, hein, ça fait à peu près un siècle hein, que le marketing existe comme pratique, comme discipline universitaire, et a été intégré un petit peu plus tardivement dans les services publics et dans la sphère culturelle. Mais ce marketing a évolué, bien sûr. Et donc, l'objectif de cet ouvrage, c'était de présenter les différentes facettes hein, de la pratique du marketing dans des bibliothèques ou autres milieux documentaires. Parce qu'il y a eu bien sûr d'autres ouvrages récents, hein, mais qui portaient peut-être plus sur des aspects spécifiques, comme par exemple les études et enquêtes, ou sur la notion de marque, qui peut faire partie également de la sphère des bibliothèques. Où il y a eu aussi beaucoup d'ouvrages sur la communication en bibliothèque. Mais l'objectif de cet ouvrage, c'était ben, de rassembler un petit peu tous ces aspects en incluant notamment le marketing numérique hein, qui s'est quand même beaucoup développé à travers les réseaux sociaux hein, depuis maintenant plus de 15 ans. Et donc, voilà, l'objectif était de présenter euh, tous ces éléments. J'ai ressenti ça justement dans ma pratique d'enseignante et de formatrice en formation initiale ou continue pour des professionnels de la documentation ou des bibliothèques qui avaient besoin hein, d'un ouvrage assez large hein, qui se veut un ouvrage pédagogique. Hein. Ce n'est pas un ouvrage académique hein, qui se veut une réflexion sur le marketing. C'est un ouvrage que j'ai souhaité très opérationnel hein, pour que tout professionnel, débutant ou confirmé, dans les bibliothèques ou la documentation, puisse se l'approprier pour s'inspirer d'exemples très, très pratico-pratiques, hein, très opérationnels. Alors, je disais que le marketing, voilà, c'est un concept quand même relativement ancien. Enfin, ce concept de marketing est arrivé beaucoup avec la société de consommation. Hein. L'âge d'or du marketing, c'est la deuxième moitié du XXe siècle, hein, avec l'émergence d'une société de consommation. Et le marketing en lui-même a vraiment démarré il y a à peu près un siècle, hein, depuis le premier quart du XXe siècle, avec des aspects théoriques. Hein, le marketing est un objet d'étude, mais aussi, bien sûr, des aspects très opérationnels. Et il y a eu donc de nombreuses évolutions. Hein. Le marketing n'est évidemment pas resté figé hein, depuis toutes ces années. Et notamment, hein, depuis les années 1990, il y a eu une adaptation du marketing dans le contexte des services publics, hein, dans le cadre d'un recentrage sur l'usager. Alors, là encore, dans le livre, hein, j'explique aussi le sens de ce mot usager, utilisateur, client. Hein, qu'est-ce qu'on utilise en bibliothèque? Enfin, en tout cas, l'idée de recentrer les services publics autour de l'usager et plus généralement un mouvement de modernisation, d'adaptation aussi des services publics en général pour inciter les citoyens à utiliser le plus possible ces services publics et à créer une image positive et à apporter de la valeur. Donc, ce marketing des services publics s'est développé hein, depuis une trentaine d'années et concerne évidemment les bibliothèques et milieux documentaires. Avec une adaptation, bien sûr. Hein, il ne s'agit pas hein, de pratiquer le marketing documentaire
comme ce qui peut se faire dans le monde marchand. Il ne s'agit pas de singer les entreprises et d'adopter cette attitude parfois agressive ou superficielle hein, qu'on trouve souvent dans le monde marchand, mais d'adapter ces techniques du marketing à la sphère culturelle ou de la médiation des savoirs. J'utilisais le terme agressif parce que c'est vrai que dans le vocabulaire du marketing, on trouve à la fois des termes qui viennent du vocabulaire guerrier. Hein. J'ai essayé de les représenter sous la forme de ce nuage de mots-clés hein, que vous voyez à droite. Hein. On retrouve des termes comme attaque, positionnement stratégique, offensive, guerre des prix, etc. Il y a tout un vocabulaire assez guerrier, entre guillemets, qui caractérise le marketing, mais aussi, hein, et c'est peut-être pas forcément contradictoire, c'est aussi un art de la séduction. Il s'agit de fidéliser, séduire, euh, euh, attirer hein, des publics. Et le marketing, c'est un petit peu les deux en même temps. Donc, il va s'agir d'adapter ces techniques au monde des bibliothèques, tout en respectant bien sûr leur philosophie et leur éthique. Voilà, pour illustrer justement voilà, cette apparente contradiction entre le monde du marketing et le monde des bibliothèques, c'est pas forcément une contradiction hein, et c'est pas forcément un mariage impossible entre le monde apparemment très superficiel et très commercial du marketing et l'univers évidemment très, très différent des bibliothèques et des milieux documentaires. Et ce que j'ai voulu justement, entre autres dans cet ouvrage, c'est réconcilier ces deux mondes qui ont peut-être plus de points communs qu'on ne pense. En tout cas, l'objectif du marketing hein, dans nos milieux, c'est cette idée voilà, d'attirer, de fidéliser des publics, soit des publics déjà fréquentants, soit des publics qui ne fréquentent pas les bibliothèques ou milieux documentaires pour toutes sortes de raisons, et les inciter à fréquenter, soit sous forme physique, soit bien sûr sous forme virtuelle, hein, via le numérique, et utiliser les ressources, les services proposés par ces milieux documentaires avec toujours cette idée d'un recentrage, hein, d'un modèle basé beaucoup sur l'offre, sur les collections, hein, que j'ai connu à mes débuts, hein, il y a pas mal d'années en bibliothèque. Le métier était quand même beaucoup plus centré sur de la gestion documentaire. Et au fil des années, on a développé de plus en plus de services avec un modèle centré plus sur l'usager, utilisateur, public, client, quel que soit le terme que l'on utilise. Et donc, dans le marketing, on réduit parfois un petit peu trop le marketing à l'étude des publics. C'est quelque chose d'extrêmement important et j'y consacre un chapitre dans l'ouvrage hein, et je vais donner quelques exemples. Donc, il s'agit bien sûr d'étudier les publics pour leur proposer les produits et services les plus adaptés. Il s'agit de mesurer leur satisfaction de ces services, mais aussi de valoriser les ressources, de les promouvoir et de valoriser par là même les compétences aussi des professionnels euh, auprès des publics. Donc, on voit que voilà, le marketing a tout à fait sa place hein, dans le monde des bibliothèques, mais évidemment sous une forme qui est donc non marchande, qui est beaucoup, je vais beaucoup utiliser l'expression marketing de contenu. On va voir quels peuvent être ces contenus qui vont être valorisés, promus dans les bibliothèques et milieux documentaires. Donc, c'est un marketing qui va beaucoup se baser sur les ressources des bibliothèques et des milieux documentaires, évidemment, qui ne manquent pas de ressources. Euh, un marketing aussi qui a comme spécificité le fait que ça va être beaucoup une interaction. Ça ne va pas être forcément de façon verticale des injonctions ou des messages un peu coercitifs, mais c'est une relation qui va se co-construire avec les utilisateurs et les différentes catégories, segments, si on reprend un terme marketing, les différentes catégories de public. Et autre caractéristique hein, du marketing dans nos milieux professionnels,
on va beaucoup utiliser le visuel, hein. Je vais parler des réseaux sociaux. On va parler notamment de Instagram, ou YouTube, ou même TikTok, hein, des réseaux sociaux multimédia qui vont permettre de valoriser ce côté visuel. Une bibliothèque, un centre de documentation, c'est avant tout, c'est un lieu. Et on l'a constaté pendant la pandémie que ces lieux nous manquaient. Et donc, c'est un lieu avec souvent des caractéristiques très visuelles. Les ressources, à commencer par les livres, hein, sont aussi des objets très visuels. Et donc, on pourra tirer parti de ce caractère visuel pour, là encore, promouvoir les ressources à travers différents canaux. Alors, j'évoque aussi, hein, justement, toujours pour euh, prouver à quel point les bibliothèques, enfin le marketing a toute sa légitimité en bibliothèque. Il existe un prix, hein, vous le connaissez sans doute, hein, un prix international décerné chaque année par l'IFLA dans le domaine du marketing. Alors, il est encore un petit peu tôt, hein, pour connaître les lauréats de 2024, mais on peut citer le premier prix, hein. Chaque année, trois prix sont décernés à des bibliothèques qui ont candidaté, qui peuvent venir de tous les pays du globe, et des bibliothèques ou centres de documentation qui ont mis en place des actions marketing innovantes et efficaces. Le premier prix 2023 est revenu au réseau des bibliothèques publiques de Medellín, en Colombie, donc en Amérique du Sud. Et c'était une campagne donc destinée au public d'un réseau de 27 bibliothèques, hein, réparties sur la ville de Medellín, une ville, hein, qui souffre souvent d'une mauvaise image de marque liée, bon, souvent aux clichés qu'on a vis-à-vis de la Colombie. Et cette ville a voulu se réinventer aussi justement grâce à la culture, grâce à la médiation culturelle. Et l'action marketing en question a consisté en une campagne inclusive, hein, pour attirer des personnes de différents quartiers, hein, de cette ville de Medellín. Et chaque bibliothèque du réseau, des 27 bibliothèques, a proposé un voyage immersif avec un passeport. Voilà, on voit là, les utilisateurs avec leur passeport à la main, qui leur a permis de découvrir d'autres cultures à travers des expositions ou des animations dans les différentes bibliothèques du réseau. Donc une initiative, là encore, non marchande et ludique, hein, on va aussi beaucoup insister sur ce côté ludique, qui a permis de valoriser et de mieux faire connaître l'offre des bibliothèques. Alors, on parlait d'études et enquêtes, hein. L'un des chapitres, hein, le deuxième chapitre de l'ouvrage, présente les différentes techniques et méthodes d'études et enquêtes destinées à mesurer les besoins, les attentes des publics et ou leur satisfaction par rapport aux produits ou services proposés euh, par les milieux documentaires. Donc, alors, je détaille, hein, dans ce chapitre différentes méthodes. Certaines sont très classiques, les approches qualitatives, quantitatives, mais d'autres sont peut-être moins connues, comme là on voit par exemple l'utilisation de ce qu'on appelle les personae. Ce sont des personnages fictifs, hein, des archétypes d'utilisateurs. Je pense qu'il y a dans le public, hein, des personnes de la banque qui utilisaient ces personae pour, suite à une enquête qualitative et quantitative menée auprès des publics, pour dégager des, des personnalités qui sont désignées par des prénoms, hein, bien sûr ce sont des personnes fictives, mais qui sont représentatives des différents segments de public. Et le diagramme qu'on voit ici, hein, le diagramme en radar, permet de distinguer leurs différents centres d'intérêt, hein, en fonction de leur profil, et donc d'avoir de, 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 de mesurer la diversité de ces attentes à travers ces personnalités issus de différentes enquêtes.
On voit aussi d'autres modèles d'analyse, d'études et enquêtes. En haut à droite, on voit un exemple que je détaille un petit peu plus, bien sûr, dans l'ouvrage, d'enquête de public, euh, enfin les résultats d'une enquête de public qui s'est menée sur plusieurs années. On voit l'évolution des résultats entre 2011 et 2016. Les publics, alors là, d'une bibliothèque numérique, la bibliothèque numérique Gallica, produite par la Bibliothèque nationale de France. Et on voit l'évolution sur ces diagrammes, on voit l'évolution des besoins. On voit par exemple une demande de contenu multimédia qui est apparue au fil des années. Donc, ça permet là aussi de mieux mesurer l'attente des publics à travers cette analyse de données recueillies via des enquêtes qualitatives et quantitatives. Un dernier exemple de présentation de résultats, une enquête, alors là qui concerne plus les bibliothèques universitaires, ce qu'on appelle les enquêtes LibQual, qui mesurent la qualité des services proposés par la bibliothèque. Donc c'est un questionnaire standardisé euh, qui peut être proposé par des bibliothèques sur plusieurs continents, et l'intérêt de cette enquête, c'est elle va présenter plusieurs niveaux de ressenti par les répondants. On voit la différence sur les différentes couleurs, bleu et jaune, représente la différence entre le minimum attendu et le minimum perçu par les utilisateurs. Donc, il y a plus, questionnaire est assez complexe, je détaille ça dans ce chapitre 2, et on voit ces diagrammes qui présentent l'évolution, donc ce qui apparaît en bleu, on voit que ça augmente sur plusieurs années. Là, c'est une enquête qui avait été menée à l'Université de Rennes, et on voit la progression de cette zone bleue qui indique une hausse globale de la satisfaction. Donc plusieurs exemples de mesures des attentes, de la satisfaction ou des modèles de personnel. Alors j'évoquais cette notion de marketing de contenu. Je vais préciser peut-être maintenant voilà, quel type de contenu peut faire l'objet de ces pratiques marketing. Je ferai une distinction entre des contenus provenant des collections elles-mêmes. Alors ça peut être des couvertures de livres sous forme de bookface, ce qu'on appelle le bookface en anglais, ces images un peu surréalistes, comme celles qu'on voit ici, où on voit la couverture d'un livre qui se prolonge, enfin, plutôt un corps de personnes qui se prolonge dans la couverture d'un ouvrage. Évidemment, tout ça va beaucoup attirer l'œil. On en voit beaucoup sur les réseaux sociaux. Donc, ça peut être des couvertures de livres, ou des extraits d'ouvrages, bien sûr, dans ce que permet le droit d'auteur. Ça peut être des ressources en ligne, des extraits. Ça peut être des documents libres de droit, des documents patrimoniaux numérisés. Donc, tout ça ce sont des contenus qui peuvent permettre de valoriser l'offre d'une bibliothèque et, là encore, attirer et fidéliser des publics. Mais ça peut être aussi des contenus produits par les professionnels des bibliothèques sous forme multimédia, vidéo ou reel sur Instagram. Ça peut être des infolettres, des balados. On verra un petit peu plus tard des exemples de balados produits par des bibliothèques. Ça peut être une veille sur un sujet ou une curation thématique sur un sujet. Ça peut être des guides pratiques. Là, on voit un exemple de LibGuide, de guide thématique créé par l'université, la bibliothèque de l'Université de Montréal, sur plusieurs thèmes, de façon à promouvoir des ressources auprès d'un public d'étudiants ou de chercheurs. Donc, le marketing dans les bibliothèques et milieux documentaires va beaucoup consister à mettre en avant, via un site web, via des réseaux sociaux, tout autre canal, mettre en avant ces contenus. C'est pour ça qu'on parle en anglais de content marketing et donc marketing de contenu. Et évidemment, ça concerne tout particulièrement les bibliothèques et milieux documentaires qui regorgent de contenus de toute nature. Le chapitre suivant présente la complémentarité entre trois notions assez voisines, la communication,
le marketing et la médiation. Trois notions, trois approches complémentaires. La médiation, hein, qui fait partie bien sûr des métiers des bibliothèques et centres de documentation, la médiation va consister à faciliter l'accès et à interagir avec les publics pour leur permettre de s'approprier des ressources, hein, à travers souvent des recommandations qui peuvent passer là aussi par du présentiel ou par des réseaux sociaux ou toute forme de communication numérique. La communication au sens plus large, bah, c'est évidemment quelque chose qui est très répandu et pas nouveau, qui consiste à informer les publics à travers des guides, à travers des prospectus, à travers des affiches, hein, de la communication imprimée classique ou également via le numérique. Et le marketing ben, recoupe, hein, ces notions, mais a peut-être plus une dimension de valorisation, hein, et de promotion de ces ressources. Donc on voit que voilà, ces notions sont assez proches, mais je présente, hein, dans ce chapitre à la fois la complémentarité et les différentes entre ces différentes approches. Et j'évoque aussi beaucoup, voilà, en termes de communication, la communication passe par des chartes graphiques, par l'identité visuelle, qui peut être déclinée sous plusieurs formes. Je reprends ici, voilà, l'identité numérique, hein, de la bibliothèque de la ville de Québec, hein, symbolisée par un bateau donc qui évoque évidemment beaucoup de choses, l'histoire de la ville, et qui convoque l'imaginaire aussi, avec ce slogan découvrir, se divertir, rêver. Donc on voit que ce slogan, cette identité visuelle, c'est une promesse aussi, hein. Tout ça, ça fait partie aussi du marketing, hein. Ces liens étroits, hein, tous ces visuels illustrent la complémentarité entre marketing, communication et aussi médiation. Un autre exemple, hein, avec un nuage de mots, voilà, en forme de cœur, un corps qui évidemment convoque l'émotion et présente un nuage de mots qui résume l'offre d'un centre de documentation. La communication, a toujours dans ce chapitre, hein, sur communication, médiation et marketing, j'évoque aussi le caractère ludique, hein, que prend la communication liée au marketing. Un petit clin d'œil, hein, au passage, voilà, au concours qui avait été organisé l'année dernière, en 2023, par la BPQ et plusieurs partenaires, et qui avait donc consisté en un concours. Il s'agissait de trouver un billet d'or, hein, dans la bibliothèque, donc une façon évidemment d'attirer des publics et de gagner des cadeaux. Et ce concours avait permis de réunir plusieurs milliers de participants, hein, sur le territoire de la province. Donc, ça illustre, hein, cette approche ludique, décalée. Autre exemple, hein, en bas à droite, le Bookflix, hein, c'est évidemment une parodie d'une plateforme bien connue euh, de, de diffusion de contenu numérique vidéo. Donc le Bookflix, c'est une façon soit sous forme physique, soit sous forme virtuelle. On peut l'intégrer dans un site, par exemple, pour promouvoir des ressources, d'ouvrages ou de documents que l'on peut emprunter ou télécharger. Donc toujours ce côté décalé et qui joue sur la parodie, les codes et les références. Un dernier exemple, voilà, de communication ludique à l'occasion de Pâques, hein, qui a eu lieu tout récemment. Voilà, le centre de documentation de l'école des mines d'Albi en France présente à la fois, voilà, une chasse aux livres et des recettes autour du chocolat. Donc toujours ce côté qui fait appel à l'émotion, la communication positive et le caractère ludique.
Alors, voilà, je continue de présenter, hein, et puis donc on laissera un petit temps pour les questions, hein, euh, mais je continue de présenter un peu les différents chapitres. Un chapitre est consacré au marketing numérique, hein, à travers évidemment les réseaux sociaux, hein. Les premiers réseaux sociaux ont démarré, ça fait 20 ans, hein, Facebook a démarré il y a maintenant 20 ans, donc on commence à avoir une certaine expérience de la médiation, de la communication et du marketing à travers ces réseaux sociaux. Donc quelques exemples, hein, pour illustrer, voilà, pris en France ou au Québec, hein, des deux côtés de l'Atlantique, pour illustrer des exemples, là aussi toujours avec ce côté ludique, décalé, humoristique, mais aussi ce marketing de contenu qui peut passer par différents réseaux sociaux. Là, on a ici deux exemples venant de réseaux sociaux généralistes, à Facebook ou Twitter X. Hein, bon, j'ai du mal à dire X, donc je continue à l'appeler Twitter. Hein, euh, et on voit ici un exemple d'une bibliothèque universitaire, hein, sur X, avec un service de veille sur le sport euh, et différents. On voit ici les hashtags, hein, qui désignent les mots-clics qui désignent les contenus que l'on va trouver dans ce compte Twitter X, qui présente une veille sur ces domaines réalisée par la bibliothèque universitaire de Caen pour les étudiants de STAPS, hein, les étudiants en sport. Un autre exemple là, sur une publication Facebook, hein, d'une médiathèque publique, un horoscope. Bon, évidemment, là, c'est totalement humoristique, mais toujours l'idée d'attirer l'attention et de jouer sur des codes qui attirent tout le monde, en l'occurrence l'horoscope, et d'en profiter pour proposer des recommandations culturelles ou de divertissement. Autre exemple, on a pris sur des réseaux sociaux multimédia, YouTube bien sûr avec le booktubing, hein, qui se pratique là aussi, hein, des deux côtés de l'Atlantique. Donc je donne de nombreux exemples d'utilisation du booktubing dans le milieu universitaire, hein, où on peut inciter les étudiants à faire eux-mêmes du booktubing avec des ouvrages de la bibliothèque ou dans des biblios, hein, dans des médiathèques, où on va, là encore, accueillir des clubs de lecture, des clubs littéraires pour présenter des ouvrages sous forme de vidéos plus ou moins longues publiées sur des chaînes YouTube. Instagram, bien sûr, hein, on parlait du marketing visuel. Instagram, c'est le réseau qui fait appel à l'émotion visuelle. Donc là encore, il ne s'agit pas forcément de singer tout ce qui se fait sur Instagram par des marques venant du monde marchand, mais d'adapter euh, les codes d'Instagram au monde des bibliothèques ou des milieux documentaires. Là, ici, un exemple, hein, c'est la bibliothèque de l'Assemblée nationale du Québec, avec des stories à la une, par exemple, qui restent en permanence et qui présentent des recommandations, par exemple, des clubs de lecture ou différentes sélections de contenus qui sont présentés sous forme de stories à la une. Également, voilà, même TikTok, hein, qui commence à être utilisé par des bibliothèques ou milieux documentaires. Un exemple ici avec c'est une bibliothèque dans le sud de la France, hein, et deux bibliothécaires, hein, qui s'appellent, hein, enfin, la chaîne TikTok s'appelle Les Lectures de Chamallow. Les deux bibliothécaires, hein, qui ont des grands talents de comédiennes, ont été désignés bibliothécaires de l'année, hein, en 2021 par le magazine français Livre Hebdo, et elles alimentent une chaîne TikTok qui est très suivie et qui présente des mises en situation, hein, dans les locaux de la bibliothèque, toujours de façon des vidéos très courtes, humoristiques et toujours sur un ton très décalé. Donc on voit, voilà, à travers ces exemples, hein, j'en cite évidemment beaucoup d'autres, et surtout dans ce chapitre, je présente les bonnes pratiques, hein, propres à chaque réseau. On ne communique pas sur X comme sur TikTok ou Instagram, enfin chaque réseau
à ses codes, à ses horaires aussi plus propices à la publication. Donc, il s'agit de bien connaître les bonnes pratiques utiles pour chaque réseau et de s'y approprier. Il s'agit de faire des choix aussi. On ne peut pas être actif sur tous les réseaux. Donc, je présente aussi un peu des critères pour choisir en fonction, bien sûr, des publics, des bibliothèques et des ressources que l'on veut promouvoir ou services que l'on veut promouvoir, de faire les bons choix parce que tout ça est évidemment assez chronophage. Mais le marketing numérique passe aussi par d'autres types de réseaux sociaux. Ça peut être des réseaux sociaux littéraires, ça peut être des balados aussi, hein. Là, je présente un exemple par une bibliothèque dans une petite commune en France, hein, à, à Saint-Martin-de-Fontenay. La bibliothèque enfin, une bibliothécaire et une conteuse sont allées à la rencontre des habitants de cette commune et ont enregistré des balados pour recueillir leurs témoignages. Donc c'est comme si les habitants de la commune étaient des livres, hein, finalement, et qu'on recueillait leur expérience, leur témoignages autour de la commune. Et c'est une expérience assez unique, hein, je trouve, de balado créés par des bibliothèques et vraiment très, très intéressante. Mais la médiation et la communication numérique passent aussi par des blogs, des infolettres, des murs virtuels type Padlet qui vont aussi participer de ce marketing numérique. Alors j'évoque aussi, hein, j'accélère un petit peu pour laisser du temps pour les questions, j'évoque aussi le marketing qui peut s'exercer dans les murs et hors les murs de la bibliothèque. J'ai emprunté à Nicolas Bedon la traduction, Nicolas Bedon qui a beaucoup écrit notamment sur le marchandisage en bibliothèque et qui a traduit ce schéma lui-même inspiré d'un article euh, dû à des bibliothécaires danois et suédois qui s'appelait The Four Space, les quatre espaces, les quatre dimensions de la bibliothèque. Cet article était paru en 2012. Et ces quatre espaces, ce sont des espaces, voilà, vous les voyez sur le schéma, d'inspiration, d'apprentissage, de rencontres, d'activités. Et ces quatre espaces vont participer au rôle de la bibliothèque, qui sont des rôles d'émancipation, d'expérience, d'apprentissage, hein, où on va pouvoir s'exalter, découvrir, créer, contribuer. Et donc ces quatre dimensions permettent d'introduire cette notion de marketing ou de marchandisage, hein, dans les murs de la bibliothèque, avec quelques exemples. Hein, les bibliothèques du nord de l'Europe, hein, en Scandinavie, ont été assez pionnières dans ce domaine. Un exemple, hein, à droite de la bibliothèque de Henning au Danemark, qui organise régulièrement des expositions à thème pour présenter des ouvrages mais aussi, hein, des objets, hein, comme on pourrait le faire là aussi dans des boutiques, hein, ou des lieux physiques peut-être plus commerciaux, pour donc vendre avec beaucoup de guillemets, hein, les ressources de la bibliothèque à travers des présentations originales qui ne demandent pas beaucoup de moyens, mais qui demandent surtout de la créativité, hein. Donc, on retrouve cette inspiration du monde des boutiques ou des magasins euh, à travers une bibliothèque qui a ouvert récemment en France, dans la région de Normandie, la médiathèque Les Sept Lieux à Bayeux. Nicolas Bedon, que je citais, a été l'un des promoteurs, hein, de l'utilisation du marchandisage à travers une signalétique originale, à travers des notions que l'on utilise, par exemple en librairie ou dans des magasins de zones chaudes, zones froides, de circulation adaptée et d'une signalétique qui va là aussi attirer l'attention. Aussi la technique, voilà, là encore du facing, hein, je ne sais pas exactement comment on pourrait ne pas utiliser d'anglicisme, hein, pour ce terme, l'idée de présenter les ouvrages euh, non pas sur leur tranche, mais de mettre en avant les couvertures, toujours pour attirer l'attention. Alors, le marketing s'exerce, on l'a vu, dans les murs, hein, à travers notamment, hein, le marchandisage, mais aussi hors les murs. Quelques exemples encore que je détaille dans l'ouvrage.
Le programme Livre dans la rue, hein, qui s'exerce à Montréal, hein, notamment l'été, à travers des lectures dans les parcs hein, destinées aux jeunes, hein, des lectures de contes ou de présentations d'ouvrages. Une initiative voilà, en Bretagne, il y a les livres migrateurs, des ouvrages venant de la bibliothèque qui vont être déposés, par exemple, auprès de commerçants hein, dans cette petite ville. Donc l'idée que la promotion des ressources se fait en partenariat aussi avec des lieux ouverts hein, dans la ville ou auprès de relais chez les commerçants ou des lieux culturels ou des espaces scolaires ou d'accueil de la petite enfance, par exemple. Toujours cette idée de partenariat. Hein. La bibliothèque ne peut pas tout faire toute seule et ce marketing hors les murs va passer aussi par des relais. Un autre chapitre évoque cette notion, alors qui est peut-être plus récente, mais qui est connexe euh, au marketing, la notion de UX ou expérience utilisateur. Cette notion fait référence à comment les utilisateurs vont interagir, hein, quelle va être leur expérience justement avec un produit, un service, qui peut être dans le monde physique comme dans le monde numérique, hein, par exemple un site web, un outil documentaire. Là, on a sous les yeux une approche de l'UX à partir d'une carte d'expérience. Hein. On retrouve un peu l'idée des personae à travers le personnage d'Élodie hein, qui personnifie une étudiante dans une bibliothèque universitaire et on va se mettre à sa place, on va se mettre en empathie pour essayer de comprendre son expérience de la bibliothèque physique. Qu'est-ce qu'elle va trouver? Est-ce qu'elle aura besoin d'avoir des prises pour son ordinateur, de trouver une place, etc. Et donc, à travers cette carte d'expérience, on va pouvoir mieux comprendre l'expérience utilisateur et après, bien sûr, adapter les services de la bibliothèque ou du centre de documentation une fois qu'on a recueilli cette expérience utilisateur. Donc, je détaille hein, plusieurs exemples de recueil. Il y a des méthodes très originales de recueil de l'expérience utilisateur à travers des observations, par exemple, hein, pas seulement des enquêtes Cali ou Canti, mais aussi des observations des publics dans les locaux, ou tout simplement, on va demander aussi à une personne de dessiner, par exemple, son expérience de la bibliothèque. Hein. Et donc tout ça fait partie de ce chapitre consacré à l'expérience utilisateur, mais aussi à ce qu'on appelle la pensée design, hein, qui consiste euh, à s'inspirer hein, de l'expérience utilisateur. Hein, c'est une approche un petit peu complémentaire et c'est aussi une forme de marketing. Et donc, la pensée design va mettre aussi l'accent sur l'empathie envers les utilisateurs et qui vont être impliqués dans un processus de création de produits ou services. Donc, de nombreux services de bibliothèque, il y aura peut-être des retours d'expérience hein, dans l'assistance, hein, ont été définis, enfin, j'en détaille plusieurs hein, dans ce chapitre, ont été définis en se basant sur ces principes de la pensée design, avec plusieurs étapes. Une première étape qui va être l'inspiration. On va s'inspirer de ce qui se fait ailleurs et aussi des retours d'expérience hein, d'utilisateurs. Une phase d'idéation dans laquelle on va réfléchir, on va créer, hein, souvent à partir de prototypes. Ça peut se faire, hein, il y a eu plusieurs expériences de biblio-remix, hein, on va remixer la bibliothèque, hein, on va essayer de réinventer, en impliquant des utilisateurs ou des non-utilisateurs. Et la troisième étape, ce sera l'itération, c'est-à-dire qu'on va mettre en place des services, mais sous forme d'expérimentation, hein, comme ça, avec une politique de petite échelle, parfois de petits pas, et comme ça, sous forme d'étapes, on va créer des services réellement adaptés aux besoins de nos différents utilisateurs. Alors j'évoque aussi la notion de marketing interne à destination, là, non pas forcément des publics, mais plutôt des tutelles, donc qui peuvent être
la direction d'une université ou une collectivité, des élus, etc. Parce qu'on est malheureusement à une époque où les bibliothèques doivent prouver leur utilité à parfois des décisionnaires qui ne comprennent pas forcément l'intérêt et les retombées de l'action d'une bibliothèque. Donc, il s'agit de faire une forme de plaidoyer auprès de nos tutelles pour leur faire comprendre l'intérêt d'une bibliothèque, quelle que soit la tutelle. Et je cite notamment cet exemple qui s'appelle The Visible Librarian, euh, qui date d'il y a plus de 20 ans, en anglais, qui avait été édité par l'American Library Association, et qui présente justement cette notion de plaidoyer, advocacy, pour prouver aux décideurs la valeur sociale, culturelle, etc., d'une bibliothèque. Plus récemment, Raphaël Batz, qui était à l'époque à l'ENSIB, l'École supérieure des bibliothèques en France, à Lyon, présente, je présente dans ce chapitre un résumé d'un cours en ligne qu'elle a proposé sur le plaidoyer en bibliothèque, qu'elle définit comme une action politique à destination des tutelles, avec une petite touche de marketing. Donc l'idée toujours d'argumenter, de présenter des arguments à nos tutelles pour les légitimer, parce que malheureusement, on en a souvent besoin, l'action des bibliothèques. J'arrive au dernier chapitre qui présente deux portraits, deux regards croisés des deux côtés de l'Atlantique, de deux professionnels du marketing en bibliothèque. D'une part, Marie Capusta, qui est directrice de la communication et de l'engagement à la bibliothèque de Calgary, et qui présente son parcours, comment elle est arrivée à ce poste et sa passion justement pour la communication et la promotion des ressources physiques ou virtuelles de cette bibliothèque. Et d'autre part, Cécile Twitou en France, qui est responsable de la cellule prospective, qui est donc une cellule dédiée à la prospective et au marketing, à la bibliothèque donc de l'école des sciences politiques, à l'école Sciences Po Paris. Et Cécile Twitou évoque aussi son parcours, comment elle a découvert aussi le marketing dans des bibliothèques en Amérique du Nord et comment elle s'est inspirée aussi de ces méthodes pour mettre en place des enquêtes, des études et aussi toute une action marketing dans différentes bibliothèques et notamment à la bibliothèque de Sciences Po. Justement, ces services de bibliothèque, souvent, il n'y a pas forcément de département marketing, comme si le mot marketing était encore un petit peu tabou. On pourra lancer le débat aussi dans quelques minutes sur ce sujet. Souvent, les services dédiés au marketing vont s'appeler département des publics, département des relations avec le public, département communication, mais le terme marketing reste parfois un petit peu tabou dans le vocabulaire des bibliothèques. En tout cas, les fonctions existent, même si elles ne portent pas ce nom. Il existe aussi parfois, c'est le cas à la Bibliothèque publique d'information, au Centre Pompidou à Paris, il existe un service dédié aux études et enquêtes, dirigé par Christophe Evans, qui présente d'ailleurs dans l'ouvrage ce service, qui effectue des enquêtes sur les publics de cette grande bibliothèque qu'est la BPI, qui est ouverte à tout type de public, mais qui propose aussi des services pour d'autres bibliothèques, des services d'enquête en sous-traitance pour d'autres bibliothèques. Et je détaille dans ce dernier chapitre les compétences nécessaires pour pratiquer le marketing en bibliothèque au milieu documentaire, différents blocs de compétences, bien sûr la pratique des études et enquêtes, donc il faut savoir compter, il faut savoir mener des enquêtes, faire de l'analyse, ne pas faire attention aux biais d'interprétation aussi des résultats des enquêtes, mais il y a également aussi bien sûr des compétences rédactionnelles, relationnelles,
et d'empathie aussi, hein, des qualités humaines au-delà des savoir-faire qui sont inhérentes à la pratique du marketing en général et plus particulièrement en bibliothèque ou milieu documentaire. Une dernière diapositive et pour laisser la place ensuite aux questions. Euh, en guise de conclusion, une projection dans l'avenir. Voilà, il ne vous a pas échappé que un certain ChatGPT et plus généralement les intelligences génératives envahissent, hein, nos modes de travail. Euh, donc, ça va avoir bien sûr un impact, hein, sur le marketing en bibliothèque à travers une production de contenu facilitée, hein. C'est très facile de rédiger une publication pour les réseaux sociaux avec les IA génératives ou analyser des contenus aussi, hein. Alors, après, il faudrait, ce qui est peut-être à craindre, c'est une prolifération de contenus très uniformes, hein, très formatés et parfois sans intérêt qui risquent de déferler sur les sites web et les réseaux sociaux, hein. Ou même des ouvrages, hein. Il commence à y avoir des ouvrages écrits par les IA génératives. Et le rôle des bibliothèques, c'est à la fois de s'approprier peut-être ces IA, mais de les utiliser là aussi au service d'un marketing éthique et responsable. Peut-être voilà, les robots conversationnels aussi ne vont pas remplacer les bibliothécaires ou documentalistes, hein, en tout cas je ne le pense pas, mais ils pourront en tout cas euh, favoriser des expériences clients différentes à travers des services questions-réponses qui pourront passer aussi par des IA et des robots conversationnels. Donc, on voit voilà, là encore que le marketing n'a pas fini d'évoluer. Il y a une mutation à peu près tous les 10 ans. On verra, hein, l'avenir nous dira comment ce marketing va évoluer et comment s'approprier, tout en restant, tout en gardant notre âme de professionnels des bibliothèques et milieux documentaires, s'approprier ces nouvelles technologies. Je vous remercie de votre attention et je laisse la place aux questions. Est-ce qu'il y a des questions pour Véronique? N'hésitez pas. Je vois qu'il y a déjà, alors je regarde dans les clavardages. Euh, bien une Q, oui, je suis désolée, oui. J'ai une connaissance plus écrite que orale et bien une Q. Voilà, merci de la précision, hein, Camille. Euh, André, donc voilà, la formation de Laëla. D'accord. Ouais. Alors, Amélie, avez-vous du truc pour faire entendre... Voilà, je reprends, excusez-moi. Euh, alors, attendez, je reprends les questions, hein, dans l'ordre. La question d'Amélie, avez-vous des trucs pour faire entendre au service des communications de la ville qu'il est important que notre bibliothèque soit active, visible indépendamment de la page de la municipalité et nous permet de faire le marketing sur les réseaux sociaux, hein? Oui, alors ça, c'est malheureusement un problème récurrent. Souvent, les tutelles, les services communication des villes ou parfois dans les universités aussi préemptent un peu la communication et ne permettent pas aux bibliothèques ou aux centres de documentation d'avoir leur propre présence sur les réseaux sociaux. Donc ou alors parfois, enfin, il faut que tout passe par eux et on perd bien sûr de la spontanéité de la communication. Donc, j'ai pas forcément, hein, de trucs magiques, hein. Bon, bien sûr, tout dépend du contexte. Je dirais que c'est vraiment un travail là aussi de plaidoyer, hein, pour. On peut prendre des exemples, hein, je dirais, un truc, ça pourrait être de faire de la persuasion par l'exemple, montrer d'autres exemples de bibliothèques ou centres de documentation qui ont leurs propres réseaux sociaux et les retombées positives pour la collectivité. Je crois qu'il faut prouver que tout ça aura des retombées positives pour la collectivité et ne sera pas, et qu'il n'y aura pas de risque de débordement. Mais je crois qu'il faut, ouais, il faut faire beaucoup de pédagogie auprès des élus, mais parfois, malheureusement, ça ne suffit pas.
mais je suis consciente que c'est souvent difficile, ouais, de faire comprendre que les bibliothèques ou les centres de doc peuvent avoir leur autonomie par rapport euh, à cette publication sur les réseaux sociaux. Euh, alors, je prends voilà, les autres questions. Euh, alors oui, Alexandrine, voilà, le benchmarking a été bénéfique. Pour moi, voilà, la bataille n'est pas gagnée, oui, hein, mais je pense qu'il faut voilà, présenter d'autres exemples, hein, faire un parangonnage. Je pense, je sais pas comment si on traduit benchmark par parangonnage. Je n'ai pas forcément tous les codes de l'autre côté de l'Atlantique. Donc, désolé si j'utilise trop d'expressions trop franco-françaises ou anglophones, mais oui, c'est l'idée de présenter aussi ce qui se fait ailleurs. Alors, Farida, vous ne pensez pas que le recours au marketing documentaire n'est pas pour attirer un public à des services gratuits, mais pour justifier notre existence? Chaque fois qu'il y a des coupes budgétaires, on commence par le secteur culturel, malheureusement. On est tout le temps en train de se réinventer. Euh, Oui, enfin, oui, enfin, Farida, oui, effectivement, hein. La remarque de Marjorie, hein, les publics sont aussi, oui, hein, le plaidoyer passe aussi par les publics, hein. On voit souvent d'ailleurs sur les réseaux sociaux ou sur les sites web, notamment sur les chaînes YouTube, on voit des témoignages d'utilisateurs, hein, qui vont présenter euh, la bibliothèque. Et je présente, hein, dans l'ouvrage un exemple de la British Library qui fait la promotion de son service destiné aux créateurs d'entreprises, hein, en Grande-Bretagne. Et c'est pas forcément un témoignage classique d'une personne qui dit je suis allé, enfin venez à la British Library, c'est formidable. C'est sous forme d'un petit reportage autour d'une personne qui a lancé une entreprise de gâteaux, hein, de cupcakes, et qui, on voit sous forme de, là encore un anglicisme, de storytelling, hein. On raconte une histoire autour de cette personne, on la voit aller à la British Library, elle dit qu'au départ, elle n'osait pas y aller parce qu'elle ne se sentait pas légitime. Et puis, elle raconte son histoire, qu'elle y allait, qu'elle a trouvé des ouvrages qui l'ont aidé pour sa boutique. Elle a rencontré des personnes qui l'ont aidé. Et donc, c'est un témoignage, voilà, c'est un plaidoyer, mais qui est sous forme d'une histoire racontée, sous forme d'un petit film court et très efficace. Donc, c'est aussi une forme de plaidoyer, hein, pour montrer l'utilité d'une bibliothèque à la fois pour des publics, mais aussi à destination des tutelles, hein, à travers voilà, des histoires qu'on raconte. Mais tout ça est toujours à réinventer, hein, malheureusement, parce que hélas, hein, les coupes budgétaires sont toujours là et on peut penser que les choses ne vont pas vraiment s'arranger. Euh, et il y a toujours cette notion de plaidoyer interne à mettre en place. Catherine, alors bon, ben, un salut à Catherine, hein, avec qui voilà, que j'ai eu le plaisir d'accueillir, hein, il y a plusieurs années à l'Infothèque du Pôle Léonard de Vinci, hein, dans le cadre d'un stage, hein. C'était il y a fort longtemps, hein, Catherine, ouais, ben, ravie de te retrouver et ben, ça me fait vraiment très plaisir, hein, de te revoir à cette occasion, hein, et de voir que, voilà, que tu as fait du chemin, hein, depuis, ça fait combien de temps? 20 ans, 25 ans? Mais, enfin, ben, mais en tout cas, ben, merci de ta présence, hein. D'autres questions, puis Véronique, peut-être? Hein? Hein? N'oubliez pas que l'ouvrage de Véronique est disponible sur le site web des éditions Asted. Dans le menu en haut, vous allez sur Livres, c'est le premier dans le menu. Vous pouvez vous le procurer là. On va vous l'acheminer par la suite. Pas d'autres questions, Véronique? Ouais. J'espère que j'ai pas oublié de questions, hein, le Non? clavardage, hein. Non, il n'y Non, a rien dans le clavardage. J'ai d'accord, ouais, surveillé. d'accord, j'ai Ouais. regardé rapidement. OK. Ah ben, Et beaucoup mais, de mais- merci. ouais, beaucoup de merci. Eh ben, merci beaucoup, Véronique.
Merci à C'était vous. très intéressant. Merci d'avoir résumé votre ouvrage aujourd'hui. J'espère que les gens vont se le procurer. Il est très intéressant pour l'avoir feuilleté. Merci. Donc, merci beaucoup à tous et à toutes d'avoir participé à ce lancement virtuel de l'ouvrage de Véronique. Merci à tous. Bonne fin de journée, enfin, bonne après-midi pour celles et ceux qui sont au Québec. Bonne fin de journée pour celles et ceux qui sont en France.